Libérez ma mère et je vous remettrai sur pied, dit le garçon de 12 ans, sa voix ferme résonnant dans la salle d'audience comme un coup de feu dans le silence. Le juge William Carter, paraplégique depuis 8 ans à la suite d'un accident de voiture, cessa de feuilleter les documents et leva les yeux. Incrédule. La promesse impossible de Kevin Washington traversa la salle comme une bombe sur le point d'exploser. Des éclats de rire ont immédiatement éclaté. Les avocats de l'accusation ont échangé des regards moqueurs. Les journalistes chuchotaient entre eux comme s'ils assistaient à une comédie bon marché. « Ce gamin a perdu la tête », a murmuré une dame dans la galerie en secouant la tête. « Pauvre petit, la pauvreté rend les enfants déséquilibrés. » Kevin Washington était là parce que sa mère Deborah faisait face à de fausses accusations de détournement de fonds. Elle travaillait comme concierge au tribunal depuis 15 ans, connaissait chaque recoin de ce bâtiment, chaque visage, chaque secret. Chotée dans les couloirs, l'accusation était simple. Dollar avait disparu du coffre-fort administratif et cette femme noire et pauvre était la suspecte évidente. Le garçon n'avait que âme mais ses yeux reflétaient une maturité troublante. Alors que tout le monde riait de sa promesse impossible, il observait calmement chaque personne dans la salle, mémorisant les visages, cataloguant les réactions. Ce n'était pas un garçon désespéré, implorant la miséricorde. C'était quelqu'un qui avait déjà vu suffisamment de cruauté dans le monde pour savoir exactement ce qu'il faisait. « Garçon, » dit le juge Carter d'une voix tranchante, « ceci est un tribunal sérieux, pas un cirque. Ta mère est coupable et sera condamnée. Il n'y a pas de miracle ici. » D'autres rires résonnèrent dans la salle. Kevin ne détourna pas le regard une seule seconde. « Je sais qui a volé l'argent, » dit-il doucement, mais suffisamment fort pour que tout le monde l'entende et je sais comment le prouver. Le tribunal resta silencieux pendant quelques secondes avant que les rires ne reprennent encore plus fort. Alors, par Sherlock Holmes de banlieue, cria quelqu'un au fond de la salle. Kevin sourit pour la première fois, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « D'abord, vous libérez ma mère. Ensuite, je vous montrerai comment vous pourrez remarcher. » Alors que tout le monde se moquait de l'enfant qui osait défier le système, personne ne remarqua le petit enregistreur numérique caché dans son sac d'école. Personne ne remarqua que ses yeux étaient rivés sur l'assistant du juge, Thomas Mitchell, qui avait brusquement cessé de rire lorsque Kevin avait mentionné qu'il savait qu'il avait volé l'argent. Et personne n'aurait pu imaginer que ce garçon de 12 ans avait passé les 6 derniers mois à enquêter secrètement sur chaque personne présente dans cette salle d'audience. Si vous aimez cette histoire de courage et de justice, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne car ce que ce garçon s'apprêtait à révéler allait changer à jamais la vie de toutes les personnes présentes dans cette salle. Le juge Carter frappa le marteau avec une force excessive. Le son résonnant dans la salle comme un coup de feu. Silence. Ce tribunal ne toléra pas ce genre de cirque. Ses yeux froids se posèrent sur Kevin avec le mépris réservé à ce qu'il considère comme inférieur. « Garçon, ta mère est coupable de détournement de fonds. 50 000 $ ont disparu du coffre-fort administratif et elle y avait pleinement accès. Affaire classée. » Kevin resta immobile, mais son esprit travaillait comme un ordinateur traitant des données. Il observa Thomas Mitchell, l'assistant du juge qui agitait nerveusement ses doigts sur la table chaque fois que l'argent était mentionné. Il remarqua que l'homme évitait de regarder directement Deborah Washington, sa mère qui pleurait silencieusement à la barre des accusés. « Ma mère travaille ici depuis 15 ans sans une seule plainte, » dit Kevin, sa voix coupant l'air tendu. « Pourquoi volerait-elle maintenant ?» Le procureur, M. Davison, riait avec dédain parce que vous volez toujours quand vous en avez l'occasion. C'est dans votre nature. Cette remarque raciste explosa dans la salle comme une bombe. Certaines personnes présentes se remuèrent mal à l'aise, mais personne ne protesta. Kevin sentit la brûlure familière de l'injustice monter dans sa poitrine, la même qu'il ressentait depuis l'âge de 8 ans lorsque la police avait fouillé sa maison à la recherche de drogue qui n'avait jamais existé ou lorsque ses professeurs supposaient qu'il trichait parce que les garçons comme lui ne pouvaient pas être naturellement intelligents. Deborah Washington avait 3 emplois pour subvenir seule aux besoins de son fils. Concierge au tribunal pendant la journée, femme de ménage dans des bureaux le soir et le week-end dans une blanchisserie. Kevin a grandi pratiquement seul, mais cela l'a rendu observateur, analytique, capable de lire les gens et les situations avec une précision déconcertante pour quelqu'un de son âge. « Votre honneur, » dit l'avocat de la défense, clairement intimidé, « je voudrais demander plus de temps pour refuser Cooper Carter. » Les preuves sont claires. Deborah Washington avait l'accès, l'opportunité et le mobile. La pauvreté est toujours un mobile suffisant. Encore des rires méchants dans la salle. Kevin observa Thomas Mitchell plus attentivement. L'homme portait une Rolex neuve, bien trop chère pour le salaire d'un assistant judiciaire. Ses ongles étaient parfaitement manucurés et il conduisait une BMW que Kevin avait aperçue dans le parking.
Des détails qu'un garçon de 12 ans issu d'un quartier défavorisé n'aurait pas dû remarquer, mais qu'une personne habituée à observer les injustices apprenait à cataloguer automatiquement. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Demande à Carter à Déborah la voix pleine de mépris. Je n'ai jamais rien volé de ma vie, murmura-t-elle entre deux sanglots. Je travaille honnêtement pour subvenir aux besoins de mon fils. Honnêtement, ricana Davison, une femme de ménage noire et célibataire, définition intéressante de l'honnêteté. Kevin serra les poings. À 12 ans, il avait déjà compris que le système n'était pas fait pour les gens comme eux. Il avait grandi en voyant sa mère humiliée, rabaissée, traitée comme si elle était invisible ou suspecte. Mais il avait aussi grandi en observant, en écoutant des conversations qu'il croyait incompréhensibles, en mémorisant des visages et des comportements. « Ma mère n'a pas volé cet argent », répéta Kevin 7 fois plus fort. « Et je peux le prouver. » La salle d'audience éclata d'un rire encore plus cruel. « Bien sûr que tu peux, gamin !» cria quelqu'un. « Avec quelle preuve? Tes dessins d'enfant ?» Thomas Mitchell cessa de tripoter ses doigts. Pendant une fraction de seconde, ses yeux rencontrèrent ceux de Kevin et le garçon y vit quelque chose qui confirma ses soupçons. De la peur, une peur pure et authentique. Ce n'était pas la peur d'être injustement accusé, mais la terreur de celui qui cache des secrets et se rend compte que quelqu'un est peut-être en train de les découvrir. Le juge Carter se pencha en avant, le visage déformé par une expression cruelle. « Pathétique garçon, tu crois pouvoir venir ici avec tes fantasmes d'enfant et changer la réalité? Ta mère est une voleuse et tu es le fils d'une voleuse. Acceptez-le et épargnez-nous à tous une perte de temps. » Kevin prit une profonde inspiration et sourit à nouveau, ce sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Êtes-vous sûr de vouloir continuer ainsi? Parce que lorsque j'aurai prouvé l'innocence de ma mère, vous devrez respecter votre part du marché. » « Quel marché? » grogna Carter. « Je vous ai rendu la marche. Vous vous souvenez? » La salle resta silencieuse pendant quelques secondes avant que les rires ne reprennent. Mais Thomas Mitchell ne riait pas. Il fixait Kevin comme s'il voyait un fantôme, ses mains tremblant maintenant visiblement sur la table en bois poli. Chaque nouvelle humiliation ne faisait qu'alimenter quelque chose de silencieux qui grandissait en Kevin. Une froide détermination que ses oppresseurs ne pouvaient pas voir. Ce que ces personnes privilégiées ne savaient pas, c'est que chaque acte de mépris écrivait leur propre condamnation à la défaite et qu'un garçon de 12 ans était sur le point de leur apprendre à tous que sous-estimer quelqu'un en raison de sa couleur de peau ou de ses origines est toujours une erreur fatale. Les rires cruels continuaient de résonner dans la salle d'audience lorsque Kevin fit quelque chose que personne n'attendait. Il sourit. Pas un sourire d'enfant intimidé, mais un sourire calculé, presque trop adulte pour un garçon de 12 ans. « D'accord, dit-il calmement. Je vais d'abord prouver que ma mère est innocente. Ensuite, vous devrez tenir votre promesse de remarcher. » Le juge Carter frappa violemment son marteau. « Assez de cette mascarade. Gardien, sortez ce gamin d'ici avant que je ne l'accuse d'outrage au tribunal. » Mais Kevin ne bougea pas 6 mois, dit-il, sa voix coupant le bruit. C'est le temps que j'ai passé à enquêter sur chaque personne dans cette salle d'audience. Thomas Mitchell retint son souffle pendant une seconde. Ce qui n'était auparavant que de la nervosité s'était maintenant transformé en panique visible. Ses mains tremblaient tellement qu'il dut les cacher sous la table. Kevin le regarda droit dans les yeux et continua. « 6 mois à observer, écouter, prendre des notes. Vous pensez que les enfants sont invisibles, n'est-ce pas? Que nous ne comprenons pas les conversations des adultes. » C'est à ce moment-là qu'une voix ferme retentit au fond de la salle. Le garçon a raison. Tout le monde se retourna pour voir une femme noire d'environ 40 ans vêtue d'un tailleur impeccable marcher d'un pas déterminé dans l'allée centrale. Maître Patricia Williams, barreau de New York, annonça-t-elle en montrant sa carte. « Je suis venu représenter la famille Washington, le visage du procureur David Sonompali. » Patricia Williams n'était pas n'importe quelle avocate. Elle était célèbre dans tout le pays pour avoir dénoncé des affaires de corruption judiciaire et affiché un taux de réussite de 97% dans les affaires d'injustice raciale. « Comment avez-vous eu connaissance de cette affaire ?» balbutia Davison. « Un petit garçon très intelligent m'a appelé il y a 3 semaines, » répondit Patricia en faisant un clin d'œil à Kevin. Kevin avait trouvé le numéro de Patricia lors d'une recherche en ligne sur les avocats spécialisés dans les affaires de discrimination. Il lui avait fallu 1 semaine pour trouver le courage de l'appeler. Mais lorsqu'il lui avait finalement expliqué la situation et fait part de ses soupçons sur le véritable coupable, Patricia s'était montrée intriguée. « Montrez-moi vos preuves », lui avait-elle dit au téléphone. Au cours des 3 dernières semaines, Kevin et Patricia ont travaillé en secret. Le garçon était devenu un espion improbable, utilisant son statut des invisibles pour repérer chaque mouvement suspect au tribunal. Il a découvert que Thomas Mitchell fréquentait un casino de gamme tous les vendredis,
conduisait une BMW trop neuve pour son salaire et avait récemment acheté une maison de 300 000 $ au comptant. Votre honneur, dit Patricia d'une voix ferme, je demande officiellement la réouverture de l'enquête sur le vol des 50 000 $. J'ai des preuves substantielles qui désignent le véritable coupable. La salle d'audience explosa de murmures. Carter frappa furieusement son marteau. Refusé. Cette affaire a déjà été jugée. En fait, continua Patricia sans relâche, la loi fédérale m'autorise à présenter de nouvelles preuves s'il existe un soupçon fondé d'erreur judiciaire fondée sur des préjugés raciaux. Elle ouvrit son porte-document et en sortit un document officiel. Voici l'ordre du procureur fédéral autorisant une enquête complète. Thomas Mitchell tenta de se lever discrètement de la table, mais Kevin le désigna à doigt. « Monsieur Mitchell, vous ne voulez pas rester pour écouter? Après tout, travaillant si près du juge, vous devez être curieux de savoir qui a réellement volé cet argent. » Les yeux de Mitchell s'écarquillèrent de terreur absolue. Patricia sourit d'un air prédateur. « C'est drôle que vous mentionniez cela, Kevin. Monsieur Mitchell, pourriez-vous nous expliquer comment vous avez pu acheter une maison de 300 000 $ le mois dernier? Selon nos dossiers, votre salaire annuel est de 45 000 $. Le silence qui suivit fut assourdissant. Kevin observa chaque réaction dans la pièce. Il vit Davidon tripoter nerveusement ses papiers. Carter serrait les accoudoirs de son fauteuil roulant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent et Mitchell semblait sur le point de s'évanouir. Pendant 6 mois d'observation silencieuse, le garçon avait catalogué chaque geste, chaque regard suspect, chaque conversation interrompue lorsque quelqu'un s'approchait. « Vous savez ce qui est le plus intéressant ?» continua Kevin qui avait désormais toute l'attention de la salle. « Je connais la combinaison du coffre-fort. Ma mère me l'a dite parce qu'elle me fait confiance et je sais que seules 3 personnes y ont accès. Ma mère, le juge et M. Mitchell. » Ces mots tombèrent comme des bombes dans le silence absolu. Patricia ouvrit un autre dossier. « Kevin, montre-leur ce que tu as découvert à propos des caméras de sécurité. » Le garçon prit une profonde inspiration. Pendant des semaines, il avait remarqué quelque chose que les adultes avaient complètement ignoré. Les caméras du couloir du coffre-fort avaient des angles morts, mais la caméra du parking capturait parfaitement ceux qui entraient et sortaient du bâtiment à des heures non autorisées. « Monsieur Mitchell, dit Kevin en regardant directement dans les yeux de l'homme terrifié. Vous souvenez-vous de la nuit du 15 mars? C'était un vendredi après les heures de bureau. Les caméras vous montrent revenant dans le bâtiment à 23h47. Thomas Mitchell se leva brusquement, renversant sa chaise. « Je dois aller aux toilettes. » Mes 2 agents fédéraux apparurent à la porte principale à ce moment précis. Patricia avait anticipé cette réaction. « Monsieur Mitchell, dit l'un des agents, nous devons discuter de vos récentes activités financières. » L'expression de panique sur le visage de Mitchell confirma tout ce que Kevin avait soupçonné pendant des mois d'observation patiente, tandis que Mitchell était escorté dehors sous les regards choqués de tous. Kevin se tourna vers le juge Carter qui semblait désormais être un homme complètement différent, petit, effrayé, confronté à la preuve irréfutable qu'il avait condamné une innocente. « Vous pensez toujours que ma mère a volé l'argent ?» demanda calmement Kevin. Pendant un instant, alors que tous les regards se tournaient vers le juge dans l'attente d'une réponse, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire dans la salle. Ce n'était pas seulement la justice qui était rendue, c'était le pouvoir de la vérité révélé par quelqu'un que tout le monde avait complètement sous-estimé, prouvant que l'intelligence et la détermination ne connaissent ni âge, ni couleur, ni classe sociale et que parfois les adultes doivent apprendre des enfants ce que signifie vraiment se battre pour ce qui est juste. Le juge Carter regarda Thomas Mitchell être escorté par les agents fédéraux et pour la première fois en 8 ans, quelque chose d'autre que la paralysie le rendit complètement immobile. La réalité s'écroulait autour de lui comme un château de cartes et au centre de tout cela se trouvait un garçon de 12 ans qu'il avait complètement sous-estimé. « Ce n'est pas encore fini, » dit Kevin calmement, les yeux fixés sur le juge. Patricia Williams ouvrit un 3e dossier plus volumineux que les précédents. « Kevin, montre-lui ce que tu as découvert d'autre. » Le garçon prit une profonde inspiration et sortit de son sac d'école un petit ordinateur portable usagé qu'il connecta au système audio de la salle d'audience. Au cours des 6 derniers mois, commença Kevin, sa voix résonnant clairement dans la salle silencieuse. J'ai tout enregistré. Chaque conversation, chaque commentaire raciste, chaque blague sur ma mère quand vous pensiez que personne n'écoutait. Le sang de Carter se glaça dans ses veines. Le premier enregistrement commença à jouer. La voix reconnaissable entre toutes du procureur Davison résonna dans les haut-parleurs. Les Noirs volent toujours quand ils en ont l'occasion. C'est dans leur nature immédiatement suivi par le rire complice de Carter. Exactement. C'est pourquoi il n'est même pas nécessaire d'enquêter beaucoup. Nous connaissons déjà le résultat. La salle explosa en murmures choqués.
Les journalistes se levèrent comme des bêtes sauvages flairant le sang, les appareils photocrépitant. Davidon a tenté de se lever pour protester, mais Patricia lui a fait signe de rester assis. « Il y a encore plus », a-t-elle dit avec un sourire prédateur. Kevin a cliqué sur le fichier suivant. La voix de Carter a rempli la salle d'audience. Ces affaires impliquant des Noirs sont toujours les mêmes. Coupables jusqu'à preuve du contraire, cela fait gagner du temps à la cour. Encore des rires complices de Davison et d'autres employés, surtout les femmes noires célibataires. Elles inventent. Le visage de Carter était maintenant complètement rouge. Il a essayé de parler, mais Kevin a continué inexorablement. Celui-ci date de la semaine dernière. Un nouvel enregistrement. Ce gamin pense qu'il peut venir ici et jouer les avocats? Le fils d'une femme de ménage qui veut se la péter. Je vais lui montrer où est sa place. Chaque mot était un coup de poignard dans la réputation de Carter. Le public qui quelques heures auparavant riait du gamin prétentieux le regardait maintenant avec horreur et dégoût. Patricia profita du moment. Ces enregistrements ont déjà été envoyés au Conseil national de la magistrature, à la presse nationale et au FBI. C'est sorti de son contexte. Balbutia Carter désespérément. Conversation privée. Kevin sourit avec le même calme qu'il avait gardé tout au long. Contexte. Vous voulez que je passe l'enregistrement où vous avez dit que vous alliez donner une leçon à cette famille de Noirs arrogants? Davidon a tenté de se cacher derrière des papiers, mais Kevin avait également des informations le concernant. Monsieur Davison, vous souvenez-vous avoir dit que ces Noirs doivent apprendre à rester à leur place, sinon la société va volo? C'était le 3 avril à 14h37. J'ai la date exacte. La destruction était systématique et brutale. 6 mois de planification méticuleuse se déroulaient comme une symphonie de justice. Kevin avait documenté non seulement des conversations, mais aussi des comportements, des décisions partiales et un modèle clair de racisme institutionnel qui était désormais exposé aux yeux du monde entier. Patricia se leva solennellement. « Votre honneur, sur la base de ces preuves de préjugés raciaux systématiques et de conduite contraire à l'éthique, je demande formellement non seulement l'acquittement complet de Deborah Washington, mais aussi l'ouverture d'une enquête fédérale contre ce tribunal pour violation des droits civils. » C'est à ce moment-là que quelque chose d'extraordinaire se produit. Alors que Carter essayait d'assimiler l'ampleur de sa chute, une sensation étrange a parcouru ses jambes. D'abord un picotement, puis une pression, le stress extrême, l'adrénaline, le choc. Quelque chose s'éveillait dans son système nerveux. Kevin l'observait attentivement et pour la première fois, son expression sérieuse s'adoucit. « Monsieur le juge, dit-il doucement, vous sentez quelque chose de différent. » Carter baissa les yeux, incrédule. Ses orteils bougeaient dans ses chaussures, un mouvement qu'il n'avait pas ressenti depuis Achan. La salle fut plongée dans un silence absolu. Les médecins diront plus tard que de rares cas de paralysie psychosomatique peuvent se résorber sous l'effet d'un stress extrême. D'autres parleront de coïncidence. Mais à ce moment-là, alors que Carter bougeait lentement ses jambes pour la première fois depuis près d'une décennie, tout le monde comprit qu'il était en train d'assister à quelque chose d'impossible. « Je vous ai dit que je vous ferais marcher », murmura Kevin. « Mais je ne vous ai pas dit que ce serait comme vous l'espériez. » Carter essaya de se lever, ses jambes tremblantes réagissant après des années d'immobilité. Lorsqu'il parvint enfin à se tenir debout, appuyé contre la table, ce ne fut pas un moment de réjouissance, mais le symbole physique de son humiliation totale. Debout devant un tribunal rempli de caméras, Carter devait désormais faire face non seulement à la perte de sa carrière et de sa réputation, mais aussi à la prise de conscience qu'il avait été complètement vaincu par un enfant qu'il considérait comme inférieur. Kevin avait tenu sa promesse impossible, mais à un prix que Carter n'aurait jamais pu imaginer. Deborah Washington pleurait de soulagement dans les bras de Patricia Williams. Kevin observait tout cela avec le même calme qu'il avait affiché depuis le début, non pas avec arrogance, mais avec la sérénité de celui qui sait que la justice, lorsqu'elle arrive, arrive complètement. Le garçon de 12 ans avait enseigné à des hommes adultes une leçon qu'ils garderaient pour le reste de leur vie. Sous-estimer quelqu'un en raison de la couleur de sa peau ou de son origine sociale est toujours une erreur fatale. Alors que les caméras filmaient Carter faisant ses premiers pas en 8 ans, des pas qui le mèneraient tout droit hors de la magistrature et vers l'ostracisme social, une vérité silencieuse résonnait dans la salle. Parfois la justice a besoin de petites mains et de grands cœurs pour se manifester. Et lorsque cela se produit, même l'impossible ne reste pas impossible très longtemps. 6 mois plus tard, le tribunal où tout s'était passé était méconnaissable. Le juge William Carter avait démissionné le lendemain des événements, ces enregistrements racistes diffusés sur toutes les chaînes d'information du pays. Sa capacité à marcher à nouveau était devenue une ironie cruelle. Il pouvait désormais se déplacer mais n'avait nulle part où aller. Aucun cabinet d'avocat ne voulait de lui.
sa réputation étant définitivement ruinée. Thomas Mitchell a été condamné à 8 ans de prison pour détournement de fonds et blanchiment d'argent. Au cours de l'enquête fédérale, il a été découvert qu'il avait volé plus de 2000 $ en 3 ans pour financer une addiction au jeu qui consumait sa vie. Sa BMW a été confisquée, sa maison vendue aux enchères et sa femme a demandé le divorce publiquement, affirmant qu'elle ne pouvait plus le regarder sans ressentir du dégoût. Le procureur d'Avison a fait l'objet d'une procédure disciplinaire de la part du barreau. Les enregistrements de ses propos racistes sont devenus des supports pédagogiques dans les facultés de droit comme exemple de préjugés institutionnels. Il a perdu sa licence d'avocat et a été contraint de déménager dans un autre État où il travaille désormais comme vendeur d'assurance, évitant tout contact visuel avec les clients noirs par Huron. Kevin Washington, en revanche, est devenu une sensation nationale. Son histoire a été racontée dans des documentaires, des émissions de télévision et des conférences motivantes. Des universités prestigieuses lui ont offert des bourses d'études complètes pour la fin de ses études secondaires. À 12 ans, il avait déjà reçu des propositions pour écrire un livre sur son expérience. Ce qui m'impressionne le plus, a déclaré Patricia Williams dans une interview nationale, c'est que Kevin n'a jamais agi par vengeance. Il a agi par souci de justice. Il y a une différence fondamentale entre détruire quelqu'un par colère et exposer la vérité pour protéger d'autres innocents. L'avocate était devenue la mentor de Kevin, lui enseignant les droits civils et les stratégies juridiques. Deborah Washington a été promue superviseur administratif du nouveau tribunal qui a remplacé l'ancien. Son histoire de persévérance et d'intégrité l'a transformée en symbole de résistance. J'ai travaillé pendant 15 dans cet endroit, a-t-elle déclaré dans son discours d'investiture en étant traitée comme si j'étais invisible. Aujourd'hui, mon fils m'a appris que la visibilité n'est pas quelque chose qui nous est donné. C'est quelque chose que l'on prend quand on défend ce qui est juste. La transformation la plus profonde se produit au sein même du système judiciaire de la ville. Les enregistrements de Kevin ont imposé une réforme complète des processus de recrutement et de supervision. Des caméras de sécurité avec audio ont été installées dans tous les tribunaux. Et des formations obligatoires sur les préjugés raciaux sont désormais exigées pour tous les employés. Kevin a créé une chaîne YouTube intitulée Justice à 12 où il enseigne à d'autres enfants leurs droits et comment documenter les injustices. N'attendez pas d'être grand pour vous battre pour ce qui est juste, disait-il dans ses vidéos. L'injustice n'a pas d'âge. Alors, la lutte contre l'injustice ne devrait pas en avoir non plus. 1 an après les événements, Kevin était interviewé sur la principale chaîne de télévision du pays. « Comment saviez-vous que vous pourriez prouver l'innocence de votre mère ?» lui a demandé la présentatrice. Kevin a souri, le même sourire calme qu'il avait gardé tout au long du procès. « Je ne savais pas si j'y arriverais, mais je savais que je devais essayer. Ma mère m'a appris que lorsque l'on est confronté à l'injustice, on a 2 options, l'accepter ou se battre. L'accepter n'a jamais été une option. » La présentatrice a posé la question que tout le monde voulait poser. « Et comment avez-vous fait pour que le juge remarche? Comment expliquer cela ?» Kevin réfléchit un instant avant de répondre. Parfois, le corps réagit lorsque l'âme est confrontée à la vérité. Le juge Carter a vécu si longtemps en croyant à ses propres mensonges que le choc de la réalité a libéré quelque chose qui était enfermé en lui. Ce n'était pas de la magie, c'était une conséquence. William Carter regardait l'interview depuis son petit appartement loué, loin de tout et de tout le monde. Ses jambes fonctionnaient parfaitement maintenant, mais sa vie était ruinée. Il avait gagné la capacité de marcher, mais perdu tout ce qui valait la peine d'être parcouru. L'ironie ne lui échappa pas. Un garçon de 12 ans avait tenu une promesse impossible, mais le prix de cette guérison était plus dévastateur que n'importe quelle paralysie physique. La véritable leçon à tirer de l'histoire de Kevin Washington ne réside pas seulement dans sa victoire, mais dans la manière dont il a remporté. Non pas par la violence, les cris ou le désespoir, mais par la patience, l'intelligence, une foi inébranlable à la justice. Il a prouvé que l'âge ne détermine pas la sagesse, que la couleur de la peau ne définit pas les capacités et que parfois les personnes les plus puissantes sous-estiment précisément celles qui détiennent le véritable pouvoir. Aujourd'hui, Kevin a 15 ans et étudie dans l'une des meilleures écoles privées du pays grâce à une bourse d'études complète. Sa mère a acheté sa propre maison avec l'argent de l'indemnisation qu'elle a reçue pour préjudice moral. Patricia Williams continue d'être sa mentor et ensemble elles ont déjà aidé des dizaines de familles victimes d'injustice raciale. Thomas Mitchell purge sa peine dans une prison fédérale où d'autres détenus ont entendu parler de son histoire dans les médias. Être connu comme l'homme qui a volé et accusé une femme noire innocente ne l'a pas rendu populaire parmi la population carcérale. Davidon vend des assurances dans une petite ville évitant toute conversation sur son passé judiciaire. Et Carter,
Il marche seul dans les rues d'une ville où personne ne le connaît, portant le poids de savoir qu'il a été vaincu par un enfant qu'il considérait comme inférieur. Chaque pas qu'il fait lui rappelle que sa guérison lui a coûté son âme, sa dignité et sa raison de vivre. L'histoire de Kevin Washington est devenue légendaire non pas parce qu'il a réalisé l'impossible, mais parce qu'il a prouvé que la véritable force ne réside pas dans la position que vous occupez, mais dans le courage de lutter pour la vérité alors que tous ceux qui vous entourent choisissent le mensonge confortable. Il a enseigné au monde que la justice n'est pas un privilège réservé aux puissants, mais un droit qui appartient à quiconque est assez courageux pour l'exiger. Si cette histoire de courage, d'intelligence et de justice vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications.